Sophie Hackel, vous êtes journaliste, vous êtes romancière, vous êtes franco-libanaise, vous vivez au Liban. Vous avez accepté aujourd'hui de répondre à deux, trois questions. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter globalement? Tout à fait. Alors d'abord, je vous remercie, Pierre Derbès, pour votre proposition d'interview. Et nos amis de Brésinfo, j'espère, apprécieront. Et moi, je suis très heureuse et très fière d'intervenir pour ce moyen d'information et de réinformation. Je tenais à le poser. Alors effectivement, je vis au Liban depuis 29 ans. Ça fait 15 ans que je suis correspondante de presse en politique, économie, situation sociale pour l'ensemble du Moyen-Orient. Et donc, je suis totalement disposée à répondre à toutes vos questions. Alors, dans un premier temps, j'aimerais insister sur un fait de société. Je vais vous parler de la France. Vous avez certainement entendu parler de l'expression libanisation du territoire. Quand on parle de la France, on parle d'ensauvagement. Quelle est votre vision de la chose, étant vous-même au Liban et venant en France une fois par an, comme vous me le disiez? Alors, il y a deux champs de vision, si vous me permettez de rentrer un tout petit peu dans le détail, parce que c'est important. Donc, la France est soumise à une immigration massive depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, due aux politiques successives des gens de droite comme de gauche qui ont gouverné ce pays. Il faut savoir que ce n'est pas une immigration de qualité, c'est une immigration massive et que la situation effectivement au Liban est similaire par certains points du fait de la multi-ethnicité et du multiconfessionnalisme. C'est relativement différent pour la simple raison qu'au Liban nous vivons ensemble, chrétiens, musulmans, chiites, sunnites, druzes, et même les diverses, nous avons 18 confessions différentes. Et donc, à travers des siècles et des siècles de vie commune, à travers des siècles et des siècles d'affrontements, mais aussi de bonne entente, il faut le savoir, nous avons appris à gérer ce genre de situation. Ce qui me fait très peur en France, c'est que vous avez une immigration sauvage, de gens qui n'aiment pas la France, de gens qui manifestement, alors ça ne peut pas être une généralité, parce que moi j'ai rencontré des gens, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Africains, beaucoup d'Africains chrétiens qui aiment la France profondément, il faut le savoir. Je ne parle même pas des Libanais et des Arméniens qui, eux, en général, quelle que soit leur confession, adorent la France et ont un souvenir merveilleux des siècles d'amitié franco-libanaise. Mais ce n'est pas évidemment le cas aujourd'hui de ce qu'on appelle les migrants, qui sont des gens qui font une immigration économique et politique, financée en grande partie par l'Union européenne et par les différentes politiques françaises que nous subissons depuis des années. Donc à partir de ce moment-là, la situation en France me paraît extrêmement inquiétante du fait, d'une part, de la qualité de cette immigration, du fait du caractère particulièrement islamiste de cette immigration et de l'incapacité culturelle de l'Europe à gérer ce genre de situation et à gérer le multiculturalisme et le multicommunautarisme. Vous êtes en train de dire en fait qu'au Liban c'est mieux géré qu'en France. Alors tout est relatif parce que ces 30 dernières années on a quand même vu que ça a été compliqué, mais en fait il y a une différence fondamentale, c'est qu'au Liban nous avons des problèmes sécuritaires du fait de la manipulation politique de ces masses ethniquement et religieusement différentes. Je parle notamment de l'immigration qui a touché le Liban avec la Palestine depuis 1948. Ces derniers temps, nous avons 4,5 millions de Libanais, nous avons 2,5 millions d'immigrés ou de réfugiés syriens. Donc là, effectivement, d'un point de vue sécuritaire, ce sont des gens qui sont susceptibles d'être manipulés militairement ou en tout cas politiquement. Donc c'est un véritable danger. Justement, je vais rebondir parce que vous me tendez un petit peu une perche. Concernant, vous savez que les États-Unis ont refusé le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Il y a eu un rejet.
Quelles conséquences directes pour le Liban et qu'est-ce que quelles sont les conséquences possibles en fait de l'embrasement de ce conflit dans votre pays? Alors, la question est très large, parce qu'il faut savoir que le Liban, depuis au moins 18 ans, est sous la mainmise du Hezbollah, qui est l'alter ego du Hamas au Liban, et donc que ces gens-là suivent une politique qui n'est pas libanaise, qui est iranienne. Le Hamas aujourd'hui, si vous me permettez cette parenthèse qui me paraît très importante, se fiche comme de sa première chemise de la cause palestinienne. Ils sont en train de suivre un agenda qui concerne la prédominance iranienne dans la région. Et je pense réellement que le peuple palestinien, en dehors du fait que nous ayons des antécédents évidemment très négatifs au Liban avec les Palestiniens, mais c'est un peuple qui est abandonné et c'est un peuple qui est manipulé. Et je pense, à commencer par le Hamas. D'ailleurs, on l'a vu depuis le 7 octobre, le Hamas qui dispose de 500 km de souterrain à 70 mètres en dessous du sol, avec des hôpitaux, avec des armes, avec de la nourriture, etc., n'en a jamais fait profiter le peuple palestinien de Gaza. Donc déjà, c'est un point à soulever. Donc si vous me parlez, maintenant on revient à la décision américaine de s'opposer à une nouvelle trêve, ou en tout cas à la prolongation de la trêve militaire, il faut savoir que chaque jour qui passe, là je parle totalement en réel politique, permet au Hamas de se réorganiser. Donc il y a, à mon avis, un plan dès le début, dès le départ, et j'ai publié dans le Nouveau Présent un article qui s'appelle l'hypothèse Ben Gourion. Comme son nom l'indique, ce n'est qu'une hypothèse. Il y a un énorme concept en fait économique qui est derrière. Et le Hamas a été, dans le meilleur des cas, mal influencé et dans le pire des cas, sacrifié avec lui les populations de Gaza et l'intérêt de la cause palestinienne pour des fins économiques. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a une forme d'hypocrisie quand on sait que les dirigeants du Hamas se trouvent au Qatar? Bien évidemment. Et que ce sont les populations civiles, notamment une communauté chrétienne qui vit à Gaza, qui paie les bombes quoi, de leur vie? Alors, tout à fait. Alors, au niveau de l'hypocrisie, si vous voulez bien que je remette un peu la barre du côté du Liban que je connais très 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 bien, parce que j'ai vécu la guerre de 2006 en prenant des dispositions humanitaires sur le terrain pour aider les populations, etc. Donc en fait, si on veut transposer la question, c'est un point que je connais bien. Il faut donc revenir sur le fait que l'hypocrisie n'appartient pas seulement à Israël, aux États-Unis, au Qatar et aux grands intérêts régionaux et internationaux qui sont en cause. De toute évidence, pas d'intérêt, pas d'action. Hein, c'est un principe de droit qui est quand même, depuis l'histoire de l'humanité, depuis Platon, je crois, ou Aristote, pas d'intérêt, pas d'action. Aujourd'hui, il y a une hypocrisie évidemment générale qui est due à la métamorphose, depuis le XXe siècle, des moyens de communication. Il y a ce qu'on appelle le soft power, qui est le principe de l'influence des masses et des opinions publiques. Donc le Hamas a tout intérêt à avoir un maximum de morts, de choses épouvantables, etc. Les autres ont tout intérêt à grossir, et c'était déjà absolument monstrueux. Hein. L'attaque du 7 octobre a été absolument épouvantable, monstrueux. Toutefois, chacun a intérêt à faire monter de son côté la sauce pour pouvoir justifier telle ou telle action qui est planifiée, d'après moi, pour des raisons politiques et économiques régionales. C'est la propagande des images. Donc vous me parlez d'hypocrisie, l'hypocrisie est de tous les côtés. Et si vous avez remarqué, enfin je parle là directement, je m'adresse à vos auditeurs, l'ensemble des pays arabes a beaucoup parlé, personne n'a agi. Et Sisi, donc le maréchal président de l'Égypte, n'a aucun intérêt à recueillir des Palestiniens au sein desquels vont se trouver des cellules terroristes du Hamas, parce que ce sont des cellules terroristes
Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Il n'a aucun intérêt. Ça fait 40 ans que l'Égypte, enfin depuis Nasser, se bat contre les frères musulmans. La Jordanie, en 1970, si vous vous souvenez de Septembre Noir, lorsque Yasser Arafat s'est réfugié en Jordanie, ils ont été reçus comme des frères. Il y a eu 7 tentatives d'assassinat dans l'année qui a suivi contre le roi Abdallah de Jordanie et une multitude de tentatives de coup d'État qui ont abouti à la destruction totale par les Bédouins du roi Abdallah, donc ces troupes fidèles, les troupes royales, qui sont les troupes bédouines du roi Abdallah, à la destruction des camps palestiniens. Et ils ont chassé Arafat. Et ces gens-là, avec l'OLP à l'époque, et qui ont trouvé refuge au Liban. Et le Liban s'est retrouvé, donc là, on est en 70, c'était prévu. Il y avait eu en 68-69 les accords du Caire, qui donnaient une autonomie à ces miliciens palestiniens. Et nous avons eu 18 ans de guerre, et avec toutes les conséquences dont le Liban aujourd'hui, qui était la Suisse du Moyen-Orient, paye le prix. Bien sûr, et les communautés chrétiennes au Moyen-Orient ne sont pas épargnées. Alors, dans les années 70, évidemment, il y a eu des répercussions énormes. Pas des répercussions. Enfin, je peux vous parler du massacre de Damour en 75, où les forces Damour, donc les forces palestiniennes ont fait une razzia sur le village de Damour avec un massacre généralisé des populations, y compris à l'intérieur des églises. Il y a eu, on en parle beaucoup moins, le massacre de Halka, qui est un village du nord-est de la Bekaa qui est à 100% chrétien et qui a subi 3 massacres en 20 ans. Alors par les Palestiniens, par les Syriens, par toute cette bande en fait islamo-gauchiste qui était déjà à l'œuvre au Liban à partir de 1975. Alors bien avant, si vous voulez rentrer dans les accords internationaux, on pourrait le dater de 68-69. Et puis il y a eu les accords de Melkertz avec les premiers problèmes avec les camps palestiniens en 71, 73 et puis 75 avec la déclaration de guerre officielle de la guerre du Liban. Mais donc pour en revenir à la Palestine, il est important de comprendre qu'il y a l'aspect humanitaire. Et moi en tant que chrétienne engagée, les civils de part et d'autre sont dans mes prières d'une façon, je veux dire, sans comparaison, sans différenciation, etc. Parce que la guerre moderne est horrible, eu égard aux moyens. Donc avant, on avait un champ dans lequel des cavaliers ou se chargeaient, et puis voilà. Aujourd'hui, nous avons affaire à des guerres asymétriques où les premières victimes sont les civils. Ceci dit, le côté humain ou humanitaire, et pour moi le côté humain ou chrétien, ne doit pas faire oublier évidemment la réelle politique qui fait qu'il y a des tenants, des aboutissants, et que en grande majorité, ce que l'on voit transmis par les médias de bonne ou de mauvaise foi, c'est ce qu'on appelle le soft power, c'est la continuation de la guerre et de la propagande par des moyens directs visant à influencer l'opinion publique. Sophie Hackel, une dernière question, il ne faut pas être trop long aujourd'hui sur les vidéos parce que les gens décrochent rapidement. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans un embrasement généralisé du conflit qu'on vit actuellement entre Israël et la Palestine en quelques mots? En quelques mots, est-ce que je peux vous parler du Liban? Évidemment, le drame absolu serait que le Hezbollah, qui n'a aucune légitimité, il faut le savoir, au Liban, c'est bien de le rappeler, qui est une milice étrangère, une milice iranienne, que l'on soutienne ou que l'on ne soutienne pas. Au Liban, ces gens-là n'ont aucune légitimité. Les armes du Hezbollah sont complètement illégales. Et donc, le problème, c'est que le Hezbollah est en capacité aujourd'hui d'entraîner l'entièreté du Liban dans une guerre totale. Donc ça, c'est concernant le Liban, avec évidemment des conséquences pour les populations chiites du Sud, mais pour l'ensemble du pays. Nous l'avons vu en 2006, lorsque la totalité des infrastructures du Liban ont été détruites, etc. Donc c'est un scénario, évidemment, que les Libanais ne veulent pas voir se répéter. À l'échelle régionale, ce serait également totalement dramatique, d'un point de vue économique, humain. Je pense que la question, pour conclure, juste, parce que vous m'avez demandé de faire rapidement, Pierre,
la solution et la décision se trouvent à Téhéran. Ouais, je pense. Et puis une dernière par esprit de provocation, les conséquences de l'embrasement de ce conflit en France pour vous. Alors, totalement dramatique, c'est-à-dire que il faut savoir que la France, l'Allemagne et beaucoup de pays d'Europe abritent des cellules secrètes, non seulement des frères musulmans, donc liés au Hamas, et du Hezbollah, qui lui est chiite, mais qui a des cellules qui ont été démantelées à plusieurs reprises en Allemagne, etc. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres. Et dans un cas d'embrasement général, il y a un véritable risque d'embrasement terroriste avec des actions terroristes visant des civils, des Français, des Allemands, des Espagnols, des Italiens, peu importe. L'Europe est en grand danger d'embrasement terroriste ou par des actions incontrôlées de personnes qui vont aller le couteau à la main faire leur partie du djihad, ou même, là c'est beaucoup plus grave, par des branches islamiques, qu'elles soient sunnites ou chiites, manipulées, et qui pourraient effectivement mettre très facilement nos pays européens à feu et à sang. Bien sûr. Merci beaucoup Sophie Hacke. C'est moi qui vous remercie, Pierre. Et puis à bientôt. Et bon courage. Merci.